France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi en ce vendredi. Nous sommes le 17 février, j'espère que tout le monde va bien, impeccable. Jusqu'à 18h30 on est ensemble avec évidemment votre émission, accompagnée aujourd'hui de la seule qui est à l'heure pour l'instant, Bouchra la Baronne. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Bouchra, comment tu vas? Et toi, très bien. Très bien, Christophe Richard a pris des couleurs au ski. Oui, c'est vrai, hein. Oui, beaucoup. Voilà, le bronzage encore sur lui. Ça te va bien. Je t'en remercie. Jusque 18h30 donc, elle sera accompagnée de Samira Karoua et de Ousmane Timera qui nous rejoindront dans quelques instants bien sûr. Et notre invité, ma chère Bouchra, c'est d'ailleurs ton coup de cœur. Tout à fait. Et l'occasion pour vous de pouvoir faire connaissance avec le plus jeune candidat à cette élection présidentielle. En tout cas, il entend essayer de se présenter à cette élection. Candidat à seulement 23 ans. Oui. Il s'appelle Ismaël Budget Kada. Budget Kada, que nous allons retrouver donc dans un instant, et on va proposer un petit peu aux auditeurs aussi de se mettre dans la peau d'un journaliste, d'essayer d'interroger un jeune candidat pour découvrir son programme. Alors c'est vrai qu'il n'est pas novice en matière de politique puisqu'il s'est présenté à plusieurs reprises à différentes élections et notamment municipales. Donc il a de l'ambition, c'est un jeune homme qu'il faut évidemment encourager. C'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui avec Bouchra dans cette émission. Tout à l'heure après 18h, nous retrouverons la Myanmar pour l'éphéméride complet de ce 17 février, les événements qu'il fallait retenir sur ce qui s'est passé un 17 février, le sport avec Ral Bécheni, la télé, des programmes pour ce soir. Le zapping à venir dans un instant, le j'aime ou j'aime pas, notre partie libre antenne aussi totale tout à l'heure, Libertad, entre 50 et 18h tout à l'heure sur France Maghreb 2, 17h50 et 18h au 01 40 33 9000, numéro de téléphone qui vous servira tout au long de cette émission pour intervenir et réagir avec nous à toute l'actualité. Mais pour commencer, ma chère Bouchra, c'est le coup de cœur musical, oui je sais, c'est le coup de cœur musical qui arrive à cette heure-ci et à ce moment-là de l'émission. Le coup de cœur musical qui d'ailleurs est de circonstance avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment dans les banlieues. Et c'est une chanson que je vais dédicacer à deux grands routiers, à savoir Houssine et Amokran. Voici NTM, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils, c'est vrai que ça va un peu de circonstance, ma chère Bouchra, avec ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai qu'on peut parfois se demander, quand on voit ces violences qui perdurent dans les banlieues françaises. Oui, fils ou fille d'ailleurs, oui. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de recentrer un petit peu sur le rôle des parents et puis peut-être d'éviter d'aller lancer les enfants au casse-pipe et d'aller comme ça dans les manifestations en découdre avec la police. Peut-être qu'il est peut-être temps d'appeler au calme. Bien que l'actualité, ne pousse pas forcément à être dans le calme, mais essayons quand même d'être raisonnés et raisonnables. Et donc chanson de circonstances que je renouvelle, que je dédie à tous ceux qui aiment ce genre de musique. Et il y en a un paquet, c'est notre génération, ça c'est la génération trentenaire, quarantenaire, et en particulier à Houssine, que je salue, et à Amokran, donc qui sont sur la route et aussi risquent leur vie régulièrement et quotidiennement. Donc soyez prudents, que vous soyez taxi, chauffeur routier, et que sais-je encore. Donc on est avec vous pour vous accompagner dans cette émission de Grand Forum, bien sûr, avec dans un instant le zapping, bien sûr, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet aussi. Et dans ce zapping, on va beaucoup y revenir sur l'affaire Théo, avec justement ce petit message de Théo qu'il a adressé à la sortie de l'hôpital, puisqu'il est sorti de l'hôpital hier soir. Donc il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Bien sûr, on l'écoutera. Et puis retour aussi cap sur l'affaire Fillon, qui n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre en ce moment. Et notre invité aussi, qui n'est pas encore arrivé, j'espère qu'il va venir, ma chère Bouchra. Oui, il a eu un petit incident sur la route, rien de grave, mais comme il vient de très loin quand même, donc on laisse venir, donc il va avoir certainement un petit peu de retard, c'est ce qu'il m'avait annoncé ce matin. Donc, on attend en tout cas avec beaucoup d'impatience découvrir ce plus jeune candidat qui entend essayer de se présenter à cette élection présidentielle. Il a seulement 23 ans. Et on va faire connaissance un petit peu avec ce futur homme politique, donc, puisqu'il entend aussi faire passer un petit message. C'est effectivement très encourageant. Surtout pour la jeunesse. 01 40 33 9000, c'est pour venir jusqu'à nous évidemment. On attend aussi notre ami Ousmane Timera. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, notre ami Ousmane Timera, donc pour nous rejoindre, apporter sa petite pierre à l'édifice. Et puis Samira Karoua aussi. D'ailleurs, vous allez nous proposer tout à l'heure un avis tranché, un double avis tranché. Tiens, c'est une première. On a travaillé ensemble, oui. On aime bien surprendre. Quel en est l'intitulé, le titre? Alors le titre, parce qu'en fait on a voulu faire, parce que les deux en fait, vous allez comprendre peut-être par la suite quand on fera l'avis tranché, mais les deux se rejoignent, donc voilà. Le titre de notre avis tranché à Samira et moi est Psychopathes et Serial Lovers, les prédateurs modernes. Donc on va vous en parler, vous donner un petit peu plus
de détails concernant comment déceler en fait ce genre de profil et comment les risques qu'il y a et comment S'en en tant que protéger. victime et puis témoin s'en protéger et voilà parce que aujourd'hui la justice justement a mis des lois en place et donc du coup il y a des délits donc qui sont quand même passibles d'emprisonnement et d'amende donc Absolument. du coup, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Bon bah restez bien à l'écoute, tout un programme en tout cas avec nous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30, ravi de vous retrouver une nouvelle fois ce vendredi, oui c'est à son bon week-end, tranquillement le retour des vacances aussi pour beaucoup d'entre vous, ça y est la période scolaire se termine, du coup on attend beaucoup de monde sur les routes demain, donc prudence, on ne répétera jamais assez, parce que voilà, sur la route il y a vraiment des points, des comportements à dénoncer, toi qui es aussi en voiture ma chère Bouchra. Ah oui, là, aujourd'hui en venant là, il y en a deux, mais c'est vraiment je sais pas comment les définir ces gens-là, mais ils sont très dangereux, hein, parce que c'est vrai que sur la droite et sur la gauche ça double et puis c'est vraiment on peut être très vigilant, mais malgré tout, voilà, il faut vraiment faire attention. J'ai quand même la nette impression quand même que beaucoup dans leur voiture, et là vont s'en connaître, on a l'impression que le fait d'être dans sa voiture, on se sent protégé de tout et on peut jouer un peu les caïds quand on est dans le volant de sa voiture. Pas vraiment. Et on se croit tout permis alors que vraiment il faut faire non seulement attention à soi mais aussi aux autres, c'est important. Oui. Voilà, donc ne pas risquer sa vie et ne pas risquer la vie des autres, c'est important. Tout à voilà. fait. Bon voilà, il y a des familles aussi qui sont en jeu après. Parce exact. Que, voilà. moi j'y pense tous les jours, je pense juste à mes enfants, je me dis dès que je prends la route, je veux juste revenir chez moi saine et sauve parce que j'ai déjà eu un accident de voiture sur Paris et c'est vrai que j'ai beau faire attention, mais là c'est vrai qu'une personne en état d'ivresse, là on peut rien faire du tout. Enfin moi j'ai vraiment eu de la chance ce soir-là, mais c'est vrai que ça peut arriver. Enfin, des fois c'est gravissime, donc on le voit bien, hein, tous les décès qu'il y a eu, et puis malheureusement, voilà, que ce soit des mamans ou des papas ou même d'autres enfants, des familles entières des fois qui partent, et c'est malheureux. Donc soyez très vigilants sur la route, s'il vous plaît. Voilà, et on tient à vous récupérer tous entiers et entières. Voilà. Et bien un peu de pub et on est de retour très vite pour la suite du grand forum avec le zapping et Samira Karoua, Ousmane Timera qui nous rejoignent dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct en ce vendredi, ça me fait plaisir de le revoir, il est en pleine forme notre ami Ousmane Timera. Comment ça va Ousmane ? Écoutez, je suis vivant, très vivant. Ouais, à chaque fois, très vivant. Mais la vie est la vie du cœur. Ouais. Quand un homme vivant dit qu'il est vivant, c'est qu'il parle de quelque chose de plus profond. Waouh. C'est du grand art, hein. Attends, je t'avais prévenu, Bouchra, attention, c'est Ousmane Timera, quoi. Voilà. Ça va Ousmane, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Effectivement, j'étais très occupé à mettre en place un certain nombre de projets, notamment beaucoup de gens sont au courant parce que j'en ai fait une petite vidéo sur YouTube, mais une formation qui s'appelle Lire le Coran, LYRE, où l'ambition est de donner aux gens les clés de lecture autonomes du Coran pour méditer son contenu et surtout se libérer du carcan clérical et religieux dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Très bien, donc ça c'est bientôt là, c'est le 1er mars, d'ailleurs les inscriptions se font en ce moment assez rapidement. Comment ça se passe pour s'inscrire ? Bah vas-y, fais ta pub mon ami. Hein. Ah oui. Bah oui, attends. Ah ça sert à ça la radio. Oui, alors en même temps, oui. C'est pas que pour raconter ces non. idées. Pas que. Là, ça se passe tout simplement, on envoie un mail sur ousmantimera.seminaire@gmail.com. Oui. Les inscriptions vont se finir à la fin du mois de février. Oui. Alors c'est une formation de 20 heures où il s'agit de donner une vision du Coran à l'aune de ce qu'il est concrètement et de donner les modalités de compréhension et de méditation de son contenu. Il n'y a pas besoin de parler arabe. Il suffit juste de réfléchir en tant qu'humain. Et donc le tarif c'est 200 € et ça se fait les mercredis ou les samedis 4 heures. Il y aura aussi éventuellement la possibilité de faire un condensé des 20 heures en un week-end. Tout dépend des inscriptions. 200 € ça comprend une formation complète. Une formation de 20 heures complète. Ouais. En tout cas qui donne à un moment donné une autre vision nouvelle, propre, directe du livre. Et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai déjà testé depuis maintenant 15 ans, que je donne quand même des cours et que je médite moi-même le Coran. On s'amusera à le faire. Vous ferez votre témoignage de ce que vous pensez du Coran au début et vous ferez ensuite un témoignage après la formation. Vous verrez, ce sera différent. Donc l'adresse mail on rappelle c'est ousmantimera.seminaire. Oui, .seminaire @gmail.com et la salle, le cours se fera au 17e arrondissement vers Brochamp. On donnera les informations. Très bien, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
c'est surtout une participation à une révolution intellectuelle. Moi, c'est vraiment ça, parce que j'ai pas besoin de gagner ma vie dans ce domaine-là. J'ai déjà mon métier. Mais il faut donner aux gens les moyens de leur autonomie. On en a assez de suivre aveuglément les gens. Et à l'aune de ce qui se passe en ce moment dans les quartiers populaires, de révolte, il faut que nous donnions les moyens à cette révolte de se transformer en révolution. Et pour cela, il faut la révélation. Je crois que Samira Karoua est arrivée. Bonjour Samira. Bonjour tout le monde. Comment ça va Samira? Ça va, merci. Samira Ousmane, Samira, voilà. Vous allez bien? Enchanté. Vous avez déjà vu, non? Non, alors oui, peut-être au gala de Mitri Mori. Tu te souviens peut-être? Gala Mitri Mori? Ouais. Non, je pense pas que Ousmane y soit. Pas. Non. Ah ben ouais, il y avait Baj Rafi là. Voilà. Oui, non. je me souviens de cette affaire. Oui, d'accord, ok. En C'était une belle affaire. Ouais, c'était une belle affaire. Ousmane devait y aller, puis finalement, pof. Voilà. Bon, bref, on va pas plus s'attarder. Oui, entre autres, mais c'est pas que ça. Oui. Quand je disais affaire, c'était dans le sens positif du terme. Bien sûr. Cette évidemment. belle œuvre. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, Samira va-t-elle bien? Oui, ça va. Bon. Tant que je suis arrivée, c'est moi. Bon, voilà, Bouchra, Samira, Ousmane, le plateau est au complet. Il ne manque plus que notre invité qui devrait pas tarder d'arriver. C'est le plus jeune candidat à cette élection présidentielle. C'est important que la jeunesse aussi s'implique et il essaie en tout cas de par son expérience politique, parce qu'il en a quand même une depuis l'âge de 14 ans. Il milite. Il s'est présenté à différentes élections, notamment municipales du côté de Besançon, et il va essayer de nous rejoindre. Visiblement, il a eu quelques incidents pour venir jusqu'à nous. Il vient de très loin. Donc on espère l'avoir d'ici là, donc on va un petit peu l'interroger, on va un petit peu faire nos Jean-Pierre Elkabbach et compagnie pour essayer de bousculer. Toi aussi, d'autres meilleurs exemples. Jean-Pierre Elkabbach, c'est mort ça, c'est fini. Non mais voilà, c'est pour dire le sérieux du mec quand même. Ah ouais, non, on va faire quelque chose de plus posé. Voilà. Tu veux faire quoi alors genre Moi je vais faire du Timéra. du Timéra. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a d'ailleurs qui ont subi le Timéra. Ah non, mais ce sera avec lui, ce sera plus light. Ouais. Aussi, il me fait pas des signes bizarres de je vais t'égorger, y a pas de souci. Moi, Voilà. je- Ouais, non, ouais. y a pas de souci, je serai mielleux. Pas qu'il soit dans cette Voilà. vague-là. Bon, bienvenue tout le monde. On peut y aller. On démarre tout de suite sur France Maghreb 2. On va flirter un petit peu cette actualité et vous pourrez évidemment lui poser toutes vos questions. Je vois déjà qu'on a mis un post hier sur Facebook. Je suis quand même un peu effaré, Bouchra, de voir quand même que dans cette communauté, dès qu'il y en a un qui essaye de faire quelque chose, tout de suite il est mis au banc on va le guillotiner quoi. Les messages ont été extrêmement un peu violents le concernant, en disant oui, il a encore le lait qui va sortir du nez et il ose se présenter à une élection, qu'est-ce qu'il va faire à 23 ans, on n'est pas mûr, on est encore un gamin, enfin n'importe quoi. Et après on reproche à nos jeunes. En fait on préfère voir nos jeunes en bas des cités à rien faire que voilà, d'essayer de faire des choses. Enfin, c'est que moi ça me désole. De les encourager. Ouais. Là, je pense que c'est pas encourageant du tout. Enfin, j'ai vu des commentaires. Il y a des personnes aussi qui m'ont écrit par messagerie privée, qui sont excusées aussi par la suite de leurs commentaires, qui étaient un petit peu quand même. Enfin, voilà. Et moi, je trouve ça vraiment dommage dans notre communauté. Ben voilà, au lieu de pousser justement les jeunes à se lancer, par avoir peur justement. Et là, c'est vrai que Ismaël est quand même un très bon exemple. Mais là, c'est vrai que les commentaires étaient un petit peu. Enfin, moi, je trouve ça décevant venant de notre communauté. Alors, je trouve que oui, en plus, non, en fait, connaissant, j'ai suivi justement un peu le parcours de Ismaël. Enfin, il a quand même prouvé sa constance dans l'action. Je pense qu'il attend pas, enfin voilà, il a attendu personne en fait pour essayer d'agir. Et je trouve ça décevant. Et encore une fois, enfin, une grosse remise en question. Étienne de la Boétie a quand même écrit de la servitude volontaire. Enfin, il y a des versions qui disent qu'il avait 16 ans et d'autres qu'il en avait 18. Et on sait que dans l'histoire de la civilisation arabo-islamique, qu'on a eu des chefs de guerre, enfin voilà, qui avaient même pas 15 ans, quoi. Et des médecins à Vicenne étaient médecins à l'âge de 10 ans. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter d'attaquer tout le monde comme ça. Et la jeunesse, au contraire, faut l'encourager. N'est-ce pas, mon cher Ousmane Timéra? On encourage notre jeunesse. Oui, moi j'attends de voir ce que le monsieur va dire, mais l'expérience, en fait, la maturité n'est pas une question que d'âge, elle est une question d'expérience. Et les gens sont bien mûrs à l'âge de 17 ans par rapport à leur vécu que bien d'autres qui ont 50 ans et qui font les enfants malgré tout. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité d'esprit, d'expérience. Donc il faut écouter ce que cette personne a à dire. Eh bien, on juger l'écoutera sur tout à sa l'heure. proposition tout simplement et pas sur son âge. Alors, on va lancer maintenant notre zapping, donc restez bien attentifs puisqu'on va le commenter ensemble. C'est parti pour le zapping.
Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Théo est enfin sorti de l'hôpital, il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu au travers d'une vidéo. Bonsoir à tous, je tenais à passer cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui je suis sorti de l'hôpital. Grâce à Dieu, je suis sorti sur mes deux jambes. Lorsque j'étais rentré là-bas, j'étais rentré en fauteuil roulant, en très mauvais état. Aujourd'hui, voilà, je suis parmi vous, enfin en tout cas parmi les miens, et ça me fait un très très grand plaisir. Je tenais à faire cette vidéo aussi pour vous dire un très très grand merci à chacun d'entre vous, dans toutes vos lettres que vous m'avez écrites, que ce soit sur Facebook, que ce soit via les messages, via ma famille, via mes amis. Ça m'a fait un très très grand plaisir et ça m'a donné beaucoup de force. C'est toutes vos visites qui m'ont tenu debout. C'est tout ce que vous avez fait pour moi durant cette convalescence qui a fait qu'aujourd'hui je suis parmi vous et que je puisse m'exprimer à travers cette vidéo. En tout cas, je tenais à vous dire un très très grand merci à toutes les personnes de toutes les générations, dans toute la terre entière qui m'ont soutenu, parce que j'ai vu beaucoup de messages de l'étranger, de la France, de part et d'autre, et ça m'a fait beaucoup plaisir, et c'est vous qui m'avez tenu debout. En tout cas, sachez que je suis encore très très fatigué. Voilà, la blessure n'est pas encore guérie. C'est une sortie prématurée qui a été faite aujourd'hui, car l'ambiance de l'hôpital m'a beaucoup pesé. Je devais rester encore 10 jours de plus, mais je n'ai pas pu accepter car je ne sais pas si j'aurais réussi à tenir mentalement. Donc j'ai préféré retrouver les miens. Et je vais me reposer et j'essaierai de me donner de mes nouvelles le plus souvent possible. Et lorsque j'irai mieux, je ferai nécessaire pour répondre à tous vos courriers, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Snapchat, que ce soit partout. Je ferai nécessaire pour tous vous répondre. En tout cas, je voulais dire un très très grand merci. Car c'est grâce à vous si aujourd'hui je suis encore là parmi vous. Grâce à vous et mes proches. Merci à tous et bonne soirée. Voilà Théo, ce jeune homme donc vous le savez qui a fait l'actualité avec cette interpellation extrêmement violente, Ousmane, Samira et Bouchra, qui est donc sorti de l'hôpital de manière un peu prématurée, l'a-t-il rappelé, parce que voilà, il ne supportait plus, là il fallait qu'il rentre auprès des siens. Et cette famille aussi qui appelle au calme, c'est très important de le rappeler et de le dire, qui appelle au calme, et il remercie évidemment tous ceux qui l'ont soutenu dans cette vidéo qu'il a postée hier sur Facebook. Un petit mot là-dessus, Bouchra? Moi j'étais très touchée, et puis en même temps ça appelle un petit peu au calme, parce que c'est vrai qu'avec les derniers événements là, qui ont eu lieu dans justement à Aulnay et de son, je pense que c'est son quartier, enfin pas forcément son quartier mais de son secteur, parce que je connais pas trop encore les villes de la région parisienne, mais c'est vrai que j'espère que de toute façon justice sera faite, et puis de toute façon il faut appeler au calme surtout. Moi c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que justement que ça dégénère. Oui, c'est pour ça que l'appel au calme est lancé donc de la part de la famille. Parce que franchement j'ai vu des vidéos où il y avait vraiment même des personnes qui avaient l'âge de mon père et qui étaient là en train de briser des vitrines. J'ai vu une vidéo et j'ai vu une vidéo, et je me suis dit le vieux papy là, il s'est fait filmer par un petit jeune. Il se retrouve sur les réseaux sociaux et il était fier de lui, mais franchement son geste ça m'a quand même choqué. C'est surprenant parce qu'on ne les a jamais vus dans la rue. Et là il y avait vraiment des personnes d'un certain âge qui étaient je veux dire qui étaient dans les pas dans les casseurs, je sais pas comment on peut dire dans les casseurs entre guillemets, les révoltés. Les révoltés quoi. Théo et sa grandeur, son appel au calme, Ousmane. Déjà je présente mes respects pour Théo et toutes les autres personnes qui subissent et qui ont subi ces violences-là. Il faut quand même rappeler le fait que on a une personne qui est victime de cette atrocité et qui parle calmement, qui n'est pas en colère, alors qu'il y a de quoi être en colère, en tout cas qui maîtrise sa colère. Et c'est le début de ce que j'appelais tout à l'heure la transformation d'une révolte en révolution. Il faut changer l'ordre des choses. Il ne s'agit plus simplement de revendiquer la justice pour Théo, parce qu'il y a d'autres Théo en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus général qu'il faut. Et ça demande une certaine maîtrise. Tous ceux qui sont pour la cause juste et pour Théo n'ont pas à casser. La meilleure preuve de force, c'est de se réunir, être des dizaines, des centaines de milliers devant les institutions et ne pas parler et de regarder en face cette institution injuste. Mais la manière de se révolter et de casser, ça ne fait que renforcer l'ordre injuste que l'on veut dégager. Donc il faut accompagner cette révolte de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de la réflexion, de la pensée, de la proposition, mais radicale. Il ne s'agit pas juste, à mes yeux, de demander à ce que les policiers aient des récépissés. On a dépassé ce stade-là. Moi, j'appelle à une refonte complète de l'institution de la police. Il faut refondre complètement cette institution
en repenser les modalités, les objectifs et le rapport avec les populations, que en termes de politique publique et de sécurité, de mettre en place comme critère pour qu'un commissaire reste à son poste, la satisfaction de la population qui est censée servir. Il faut revoir complètement le système des institutions politiques et des institutions policières et le système politique qu'il défend. Pour revoir complètement les modalités même de la République en France. Sans ça, on n'est pas radicaux. Puisque tu parles de la police, hier un reportage que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans Envoyé spécial réalisé par Alice Ducé, oui, je l'ai vu, concernant justement l'affaire Théo, et le policier en question maintient toujours la thèse de l'accident suite de ses appuis. La situation dégénère, les coups pleuvent des deux côtés, jusqu'à un geste d'une extrême violence. Il y avait un policier qui était un peu plus loin. C'est lui qui s'occupait de dégager tous les autres, avec des gaz lacrymogènes, des petites bombes et tout ça. Et ce même policier-là, qui a vu que ces 3 policiers avaient du mal à me neutraliser, et bien il revient vers moi. Je ne me suis pas défendu plus de quoi, parce que je pensais qu'il allait mettre un coup de matraque dans la jambe ou un truc comme ça. Mais en fait, il est venu, il a baissé le pantalon, il a enfoncé la matraque dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. C'était plus moi-même, voilà. J'entendais tout ce qui se passait, mais j'avais l'impression d'être parti, quoi. La douleur terrasse Théo. Sur cette vidéo amateur, on le voit à terre, quelques minutes après le coup de matraque. Les policiers contestent formellement avoir baissé le pantalon du jeune homme. 3 caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Les images ont été analysées. En voici la retranscription que nous avons pu consulter. On observe que le policier fait un mouvement horizontal avec son bras droit porteur de sa matraque en direction et à hauteur du bas du dos de Théo. On observe au niveau du caleçon de Théo un mouvement de tissu, puis apparaît une marque sombre, vraisemblablement de forme arrondie au niveau du bas des fesses, qui peut correspondre à une matraque au niveau de la fesse gauche de Théo. Théo dit avoir été violé. Et selon lui, le policier a bien intentionnellement introduit sa matraque dans son anus. Nous avons cherché à connaître la version de l'agent mis en cause. Nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner. Nous enregistrons l'un de ses appels à son insu. Il parle d'un geste accidentel. Mon intention, ça a toujours été de le faire fléchir pour ensuite l'amener au sol et puis de l'interpeller. Et puis c'est simplement un geste accidentel. J'ai jamais eu l'intention de faire ça et j'en ai pas eu conscience. Jusqu'à notre arrivée au commissariat, on a constaté qu'il présentait une blessure au niveau des fesses, quoi. Enfin, je vise les jambes, je vise les membres inférieurs. Mon objectif, comme je vous dis, c'est de le faire fléchir et pour mieux ensuite l'amener au sol. Voilà, c'est juste ça. Si je porte un tel coup, je sais très bien les conséquences. Hein. Jamais je vais porter un tel coup, c'est vraiment quelque chose d'accidentel. Vraiment quelque chose d'accidentel, a-t-il dit. Ça paraît quand même hallucinant, non? C'était hier soir dans Envoyé spécial. Horrible, hein. Alors, oui, Samira. Si je peux me permettre, juste pour rebondir en fait sur déjà le témoignage de Théo tout à l'heure et son appel au calme. Oui, alors il montre une grande sagesse, je trouve, dans cette situation, parce que avoir été victime d'une telle violence et de continuer à appeler au calme, ce que tu disais, Ousmane, je pense que de la colère il doit en ressentir. Je pense qu'il y a peut-être même d'autres choses, c'est-à-dire le traumatisme. Je pense que qui a été touchée quand même. Ouais. Mais je pense que tu vois, il est et je pense qu'il est même il est important qu'il soit entouré encore après, parce que là tout est encore un peu à chaud et il risque peut-être de développer également un syndrome de stress post-traumatique et tout ça, donc parce que là le temps que les choses retombent, en plus ça s'est emballé, enfin mais en tout cas c'est à saluer. Je lui souhaite un prompt rétablissement et vraiment à tous les niveaux, parce que je pense que il y a la blessure physique, mais il y a la blessure justement psychologique, morale et qui a atteint voilà, enfin sa dignité, comme tu le dis, Bouchra. Et je pense que pour rejoindre en fait déjà cette question, pour rejoindre le deuxième reportage là que tu viens de nous mettre, je pense que cette question d'accident, c'est complètement ahurissant, quoi. Enfin, j'avais lu des propos.
j'ai suivi un petit peu ce qui avait été dit sur l'usage de la matraque, et on a dit que à aucun moment dans l'enseignement qu'on a et qu'on donne aux policiers, à aucun moment on leur dit en fait d'utiliser la matraque de cette manière-là, en fait la manière horizontale, et pour maîtriser il était déjà au sol en fait, il était déjà au sol, donc en fait sa version colle vraiment pas. Et en tout cas je voulais rebondir également sur ce que Ousmane a dit tout à l'heure. Effectivement on est face quand même à un véritable racisme d'État, un racisme institutionnalisé, où le véritable problème, je pense, c'est le statut d'indésirable de ces personnes. Alors Théo, mais également tous les Bouna et Ziad, faut pas les oublier, 2005, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Adama Traoré, voilà, je pense que, et puis des noms en fait comme ça, j'avais fait un avis tranché, tu te rappelles Christophe, en septembre, où j'avais repris, tu te rappelles aussi, il y avait cet enseignant là, à la Sorbonne, qui avait été malmené à Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis, c'était le début de mon avis tranché, et puis pareil, il avait été menacé de viol. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'en fait, il était même pas en cause en fait. Il était intervenu, il avait commencé à filmer une scène où une femme noire justement était malmenée par les policiers. Il s'est dit qu'en commençant à filmer, peut-être ils avaient serré les menottes. Enfin vraiment, c'était une maman quoi, tu vois. Et tout ça, et il s'est dit en filmant peut-être qu'ils vont se calmer. Non, en fait, ils lui sont tombés dessus. Ils lui ont pris son portable, ils ont fouillé ses affaires, ils l'ont fait une fouille au corps et ils l'ont menacé de viol. Ils l'ont dit on va venir. On va te violer, toi et tous les tiens, à la Sorbonne, t'inquiète pas, on a ton nom, t'es même pas titulaire et tout ça. Enfin, c'était violent. Là aussi, après, on a toute une remise en question. Après, les policiers qui disent, non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, etc., etc. Enfin bon. Aujourd'hui, Ousmane, il est plus facile de condamner un jeune qui va faire une bêtise ou qui va se retrouver au milieu de manifestations en train de casser une vitrine, ou peut-être qu'il a fait une chose en particulier, que de condamner un policier. Aujourd'hui, c'est très rare, pour ne pas dire jamais, quasiment, qu'un policier est inquiété, parce que ce monsieur, rappelons-le, il est en liberté encore, toujours et encore, et peut-être mis en examen, mais en liberté. Oui, tu as tout dit. Parce qu'en réalité, cela sous-entend et elle retranscrit un rapport de force entre des personnes qui sont en haut et ceux qui les protègent, donc la force policière en l'occurrence, force de sécurité, politique aussi, et ceux qui la subissent, qui sont en bas, et en l'occurrence qui ont un certain nombre de caractéristiques, sont des jeunes, des garçons. Les femmes aussi sont exploitées, mais d'une autre manière, mais l'exploitation continue aussi, et qui doivent subir au fond la domination. Et on en fait aussi des boucs émissaires pour permettre au système de perdurer. Parce que en mettant en exergue leur réaction, qui est violente et qui est normale, on peut pas réagir tranquillement comme ça. Et c'est pas à eux de demander aux jeunes de se calmer, c'est ça le problème. Ils n'ont pas de légitimité pour demander aux gens de pas être violents. Donc oui, c'est plus facile aujourd'hui dans cet ordre inique de condamner des jeunes et des personnes qui sont dans leur droit pour réagir, pour protéger ceux qui sont les bénéficiaires d'un tel système. C'est facile de condamner, je pense, des réactions et de pas condamner l'élément qui l'a déclenché. Exactement. Et de pas pouvoir être juste dans cette qualification. Je pense qu'à un moment donné, moi j'ai toujours prôné la non-violence et je l'ai toujours rappelé. Gandhi avait à sa manière aussi réussi un mouvement de contestation. C'est pas simple. C'est un mouvement qui doit être mené vraiment réfléchi, avec des bases, une stratégie, des étapes qui doivent être franchies. Mais bon, on a bien vu Malcolm X, il y a eu également des mouvements, chacun à sa manière. Enfin, Malcolm X, on a eu quand même des grandes figures, Martin Luther King aussi, et puis Nelson Mandela. Enfin, on a des grandes figures comme ça qui ont réussi à agir, mais on peut pas à un moment donné, quand il y a une injustice qui est perpétrée, qui est en plus protégée par un racisme institutionnalisé, à un moment donné condamner après à tout va, enfin comme ça, sans relativiser, sans remettre dans le contexte l'attitude de ces jeunes qui essayent d'une manière ou d'une autre d'agir, mais qui voient qu'en fait il n'y a pas de justice. Donc après, quand la justice est défaillante, il y avait un très bon film qui avait été fait dessus, c'était Que justice soit faite, c'était avec
Ça va me revenir là, l'acteur. En tout cas, et c'était un vrai questionnement sur la question de la justice, où cette personne-là, en fait, on a tué sa fille, on a violé sa femme et on l'a tué également. Et au final, parce que un des criminels qui a commis ça avait négocié avec le procureur pour dénoncer l'autre personne. L'autre avait été un peu mais un des deux n'avait pas été vraiment condamné. Et au final, en fait, il y avait toute une réflexion dessus où on voit l'acteur à la fin qui se fait justice soi-même. Et ça pose de vraies questions. Le rôle de la justice, c'est justement de permettre à ce que les gens ne fassent pas justice par eux-mêmes. Sans ça, c'est la violence. Mais il est intéressant de voir le geste quand même de violer des personnes comme ça. À un moment donné, le système de domination a besoin de réduire les autres dans la position d'animal et surtout de leur enlever toute dignité, toute capacité à être fier. Alors sur un point de vue politique, geste-là qu'il faut comprendre. Vous en parliez tout à l'heure, Samira, tu en parlais, l'aspect politique des choses, l'affaire Théo, j'ai trouvé quand même dans ce zapping, et pour terminer, oui, c'est bien en fait cette nouvelle formule du zapping, j'aime bien. Samia Ghali, la maire sénatrice de Marseille, qui dénonce un 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Aujourd'hui, les seuls qui se retrouvent face à eux, c'est quand même les policiers, c'est ni les élus, c'est ni ces personnes, c'est eux. Donc là, le fait, par contre, ce qui est pas normal, c'est que lorsque un policier commet un acte comme celui-là, au même moment, on vous dit, on fait tous les jours les chiffres pour dire qu'on a arrêté tant de jeunes qui ont cassé, 245 interpellations dans une semaine. 245 interpellations. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont commis des actes, et c'est normal. Mais pour autant, il y en a qui ont commis des actes aussi avant et qui ne sont pas en prison. Donc même en préventive. Donc je crois que là aussi, il y a 2 poids 2 mesures dans la façon. Vous pointez le judiciaire là aussi. Comment ? Vous pointez le judiciaire. Oui, bien sûr, parce que comment voulez-vous que dans la tête d'un jeune qui se fait agresser de la façon dont il s'est fait agresser Théo ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'est pas le seul apparemment. Et de l'autre côté de se dire, le policier, il est finalement en liberté, il a commis un acte qui est grave, justement, il est en liberté, lui, et un jeune qui aurait caillassé, et c'est normal qu'il soit puni, lui, il va se retrouver... Vous dites 2 poids 2 mesures au fond. Moi j'ai 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures, Samia Ghali, elle a tout dit, non ? Non mais elle a tout dit, c'est pour ça que moi j'interpelle les nôtres. Parce que ça sert à rien de décrire l'injustice des autres. On sait que ça fait 30 ans que c'est comme ça. La question c'est qu'est-ce qu'on doit faire peut-être, hein. Oui, depuis la colonisation et voire avant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer l'ordre des choses? Il s'agit plus de s'inquiéter, de s'exciter sur les symptômes. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui permet, en termes de politique publique et en termes de perception et de philosophie de ce qu'ils font de la République, qu'est-ce qui permet à un moment donné à ce qu'il y ait ce racisme-là? Au nom de quelle conception du monde et des rapports entre les êtres humains, donc de croyances, est-ce qu'on fonde de telles politiques? Et comment concrètement lutter, non pas en mettant des sparadraps, des petites mesures à droite à gauche, mais de remettre en question l'ordre des choses, mais en proposant quelque chose d'autre. Le problème des nôtres, c'est qu'on sait insulter la nuit, mais on n'est pas capable de créer l'aurore. Quelle est la vision du monde que nous proposons pour radicalement changer ça? C'était le zapping, l'émerveillement qu'il ne fallait pas rater, donc à la télé, sur internet et à la radio. Dans un instant, les avis tranchés. Et un avis tranché, on va faire une petite nouveauté dans cette émission aussi, un double avis tranché. C'est ça. Entre Samira et Bouchra. Double cheese, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu nous as réservé un petit avis tranché, mon ami Non, Ousmane? moi je me suis dit, je suis accompagné de Bouchra et de Samira, je vais vous écouter. Très bien. Eh bien, tout de suite sur France Maghreb 2, puis on va prendre la direction du Pakistan, parce que là, c'est pas sur BFM TV qu'on veut le dire, mais il y a eu une horreur au Pakistan, alors que le Pakistan se remettait tranquillement de ces différents attentats. Et il y en a eu un énorme, violent, très violent. On en reparle dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous vendredi. En plus, Bouchra nous a mis bien, Samira, t'as vu, elle nous a amené le thé et tout, on est bien. Ouais, toujours, en plus, avec la menthe sèche du Maroc. Très bon le thé. Très très bon, excellent. Je vous dis que ça, heureusement que c'est que de la radio, sinon vous en saliverez. Un bon petit thé, il manque juste des cacao. Des macrottes. Ah oui, des macrottes aussi, très important aussi. Voilà, bon bah ça nous laisse, j'ai pas envie de vous plomber l'ambiance, mais c'est bientôt l'heure du ramadan, vous savez ça. Tout à fait. Le 27 mai, Inch'Allah, normalement ça devrait commencer. C'est vrai, ça arrive à une vitesse, à grands pas. C'est ça. Voilà, et tiens, je précise, puisque j'en profite, qu'à partir de la semaine prochaine, donc sur France Maghreb 2, on organise un radioton pour venir en aide aux Palestiniens avec le secours, avec le CBSP, pardon, qui donc on organise la semaine prochaine pendant 3 jours pour venir en aide donc aux Palestiniens, vous savez, qui sont en cette période hivernale aussi confrontés au froid
Et donc on va mettre une structure en place tout au long de la semaine prochaine, pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche prochain, un radioton sur France Maghreb 2, les auditeurs de France Maghreb 2 qui sont certainement, et d'ailleurs c'est pas certainement, c'est sûr, les plus généreux de tous les auditeurs que les autres radios peuvent avoir, et les organisations peuvent en témoigner. Donc une nouvelle fois, votre générosité sera mise à rude épreuve la semaine prochaine sur France Maghreb 2, mais on aura le temps évidemment d'en reparler. Mais pour l'heure, on va se lancer donc dans un petit exercice un petit peu novateur dans cette émission. Vous savez que les chroniqueurs dans cette émission ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des avis tranchés, chacun de leur côté. Sauf que là, ils vont faire un double avis tranché, Samira Karoua et Bouchra la Baronne. Aujourd'hui, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors je tiens à prévenir les auditeurs, je ne suis pas du tout au courant de comment ça va se passer. Je suppose que vous avez répété. Donc voilà, écoutez, on est tout oui. En tout cas, on est en phase. Samira Karoua, la Baronne Bouchra, c'est à vous. Je vais juste vous rappeler le titre de notre double avis tranché, qui est Psychopathe et Serial Lovers, prédateurs modernes. Voilà. Alors, comment reconnaître un psychopathe? Ça, c'est ma partie au niveau de la question de la psychologie. Selon les estimations, environ un individu sur 100 dans la population générale serait psychopathe, avec un ratio de 3 hommes pour une femme. La psychopathie est une déviance, un trouble de la personnalité. On l'appelle également le trouble de la personnalité antisociale ou asociale dans la classification du DSM-4. C'est une classification en fait internationale de toutes les pathologies psychologiques, psychiatriques qui existent. Selon certains, il ne s'agirait pas d'une véritable maladie mentale, mais par définition, les psychopathes sont des individus qui adoptent des comportements inhumains et antisociaux. Mais elle est vraiment dans la classification. Donc je partirais du principe que c'est une véritable pathologie à elle toute seule. Comment reconnaître, parce que quel est le but en fait de la vie tranchée d'aujourd'hui, c'est de reconnaître en fait les signes et les symptômes qui vont permettre de repérer les gens qui souffrent de ce trouble de personnalité, parce qu'ils commettent également des dégâts autour d'eux, bien que là pour le coup on essaie de faire en sorte de donner des éléments pour permettre de repérer et également de se prévenir en fait d'eux, et puis si le psychopathe se reconnaît, on l'invite à consulter très rapidement afin de se faire aider. Le psychopathe manque cruellement d'empathie, ça c'est le point numéro 1. Ils n'éprouvent pas de sentiments envers les autres, ils ne sont pas capables spontanément de se mettre à la place des autres, ce qui explique en fait leur capacité à les faire souffrir physiquement et psychologiquement. Il est indifférent à la souffrance et à la douleur d'autrui. Il ne se préoccupe pas du sort de ses victimes. D'ailleurs, qu'il ne considère pas comme des victimes, souvent il inverse même le rôle. Le psychopathe n'a pas de remords, ça c'est le point numéro 2, et ne culpabilise pas. Il ne ressent aucune culpabilité. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Le psychopathe ne reconnaît pas ses torts ni sa responsabilité. Après un passage à l'acte, il est complètement irresponsable et incapable de se remettre en question. Il dira toujours que c'est la faute de l'autre, et c'est toujours, encore une fois, il serait toujours victime en fait de son environnement et du comportement des autres êtres humains qui seraient eux pathologiques. Troisièmement, le psychopathe fait preuve de sang-froid, un sang-froid d'ailleurs qui est assez glacial quand vous vous rendez compte, si vous faites attention à la petite voix qui vous alerte quand vous rencontrez, quand vous avez l'occasion de rencontrer un psychopathe, et c'est pas très fréquent parce que c'est pas très fréquent dans la population non plus. Il est insensible et froid, son regard peut être froid, il contrôle parfaitement ses peurs. Il est donc impossible de le prendre par les sentiments. Le psychopathe déteste la routine et la monotonie. Il aime prendre des risques et recherche les sensations fortes. C'est vraiment la raison pour laquelle on a parlé de prédateur. Il est vraiment en mode chasseur. Et vous pouvez facilement le repérer à son besoin constant de stimulation. Le psychopathe est égocentrique, point numéro 4, et narcissique. Il a un ego surdimensionné. Forcément, il est centré sur lui-même et pense, encore une fois, il se sent à part, il se sent supérieur aux autres, limite aussi comme le centre du monde. Il a une capacité également de séduction et de vouloir attirer le regard à lui. Leur personnalité, en fait, ils ont une grande facilité à se lier aux autres, mais n'entretiennent pas des relations stables, et donc ils mentent sans scrupule, ne sont pas fiables, trichent, s'absentent sans prévenir et ne tiennent pas leurs promesses. Cinquièmement, le psychopathe n'a pas d'objectif réaliste à long terme,
même si parfois il est dans un développement économique au niveau de son activité professionnelle, il pourra céder à ses pulsions psychopathiques pour assouvir des pulsions de séduction et autres que Bouchra pourra nous décrire plus précisément avec un exemple concret. Donc ils ont des ambitions qui sont irréalisables et basées sur une estimation exagérée de leurs capacités et leur réalisation. Le psychopathe, sixièmement, manipule et adopte des comportements inhumains. Il est inhumain parce que justement on l'a dit tout à l'heure, il manque d'empathie et c'est une personne donc en fait irritable, intolérante à la frustration et colérique, même s'il peut afficher un calme apparent qui peut perturber. Il peut se retrouver en fait avec un fond de colère et de mépris vis-à-vis des autres très profond, très ancré, même s'il n'en dit rien parce qu'il a la subtilité de pouvoir se dissimuler. Voilà, donc il manipule, il instrumentalise, il a une volonté de persécuter, de dominer, et en fait, donc c'est des personnes potentiellement dangereuses parce qu'elles peuvent manipuler, on peut les retrouver dans à peu près tous les milieux, mais notamment en fonction de leur pulsion. On va les retrouver plus précisément dans le milieu qui va permettre d'alimenter leur psychopathologie et satisfaire leurs besoins. Et ça, encore une fois, on le verra avec un exemple concret tout à l'heure. Le psychopathe adopte des comportements donc antisociaux, il ne respecte pas les règles, il s'en réjouit même, il en tire une certaine jouissance de pouvoir se sentir au-dessus des règles, au-dessus des lois, et avec une méfiance et un mépris assez déconcertant pour la plupart d'entre nous. Le psychopathe, huitièmement, donc est de nature impulsive et instable émotionnellement. Maintenant, c'est des choses en fait qu'on verra à terme quand il est déstabilisé et qu'il n'a plus justement, qu'il n'est plus dans l'exécution de sa morbidité et de ses symptômes, et qu'à un moment donné on le prive justement de la réalisation de ses pulsions et de ses besoins. À ce moment-là, on peut le voir, on peut voir ces côtés de la personnalité borderline. Enfin, le psychopathe a des difficultés à maintenir ses relations, on l'a dit tout à l'heure, il entretient des relations facilement, mais a du mal à les entretenir dans le temps, parce que justement, il risque, dans ce cas-là, de se retrouver complètement démasqué. Ça, c'est un peu les points qu'on a pu voir. On vous dira un petit peu tout à l'heure également, à la suite de cet avis tranché, comment se prévenir, à part déjà le premier point de repérer ces éléments, mais d'essayer aussi de trouver des solutions pour ne pas tomber dans le piège et s'en sortir après ça, à différencier du pervers narcissique qui a un fonctionnement différent. Voilà, très bien. Je passe la parole à Bouchra. Merci. Oui, alors moi, j'enchaîne avec les serial lovers. Donc le serial lover, il est souvent beau garçon, charmeur et porté sur les compliments. Il a tout l'air d'un homme idéal, mais gare à vous, sous cette enveloppe séduisante se cache un redoutable chasseur qui risque de vous briser le cœur. Donc quelques indices qui ne trompent pas. Il a plusieurs fers au feu. Certes, il est extrêmement mignon, mais ici il paraît que vous n'êtes pas la seule demoiselle à qui il coule des œillades torrides. Notre séducteur invétéré met ses pièges à filles un peu partout pour être certain d'en ramener une dans son lit à la fin. Il a un œil radar, il ne vous regarde pas, il vous déshabille. Quand il vous a dans son viseur, vous avez l'impression d'être une chienne de race qui passe un concours de beauté. Il évalue tout. Oui. Alors, si vous ne voulez pas être un spécimen supplémentaire dans sa collection, passez votre chemin. Il a un discours bien huilé. Il cause comme il respire avec talent, mais si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez qu'il a tendance à resservir les mêmes jolies formules à chacune des demoiselles qu'il trouve sur sa route. Il parle beaucoup de lui, autre particularité, il adore vous en mettre plein la vue en évoquant lourdement son logement, ses voyages, sa carrière, son boulot. Il est unanimement détesté par les autres garçons, car si monsieur le bourreau des cœurs est venu seul, c'est qu'il n'a plus de copains. Il faut dire qu'avec son besoin maladif de draguer et à force de briser les couples, il s'est fait pas mal d'ennemis. Il a une activité téléphonique frénétique. Le serial lover possède un ou voire deux téléphones sur lesquels il passe son temps à envoyer des textos dits urgents, mais pas touche. Il veille sur ses smartphones plus jalousement qu'une poule sur son œuf. Il quadrille tous les terrains propices. Il semble être doté d'un don puisqu'on peut le retrouver dans la même journée dans des lieux différents, de préférence à forte concentration féminine. Mais il est aussi omniprésent dans l'espace virtuel. Vous risquerez de le croiser sur une myriade de sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, sous des pseudos différents.
Il ne veut pas s'afficher avec vous en public. Même s'il vous a qualifié à la seconde d'avant de sublime, il refusera de vous prendre la main dans la rue sous des prétextes fallacieux. Il préserve sa vie privée de par sa notoriété. Il pourrait croiser sa mère, etc., etc. Il excelle plus dans la tracte que dans la conclusion. Mais quand il passe à l'acte, il ne fait pas l'amour, il consomme. Il rompt plus vite que son ombre. Dès qu'il vous aura ramené une ou deux fois dans son lit ou dans le vôtre, il est à prévoir que vous perdrez tout intérêt à ses yeux. Il trouvera alors d'autres motifs bidons pour mettre fin à votre idylle, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça. Il est encore amoureux de son ex, il part bientôt bosser à l'étranger, tout pour ne pas dire la vérité toute nue. Il est pathologiquement incapable de s'engager dans une vraie relation. Donc maintenant, on a énuméré un petit peu tous les symptômes pour que vous puissiez justement déceler un petit peu ces psychopathes, sociopathes et serial lovers. En tout cas, avec Ousmane, on s'est pas reconnu. Tant mieux. C'est ce que je me disais. Ouais. Bah, C'est ça va, comme c'est du du- en même temps, il a du mal à se remettre en question. Alors attention. Non mais déjà j'ai pas de portable. Moi non plus. J'ai tendance à oublier mon portable, Voilà. je sais pas où. Donc C'est une du bonne coup, chose. Mais c'est vrai que voilà, ce message s'adresse justement aux victimes, aux personnes qui sont témoins et aux personnes elles-mêmes qui souffrent justement de Il y en a ces beaucoup, pathologies-là. Bah, en Oui, fait, quand même. au niveau des Plus chez les hommes que chez ouais, les plus femmes. chez les hommes. Maintenant, au niveau des pourcentages, j'ai je vu parle des que victimes, hein, pas des. ça monte Ah, pas, des victimes, pas plus haut que 10% et de la population jusqu'à 4-5%. Enfin, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement fréquent, mais ils peuvent faire beaucoup de bruit et beaucoup de mal, notamment Tout à quand fait. la psychopathie est associée à une très grande intelligence. Parce qu'encore les autres, on les voit arriver de loin, mais parce que des fois, bon, ils ont des C'est tics très difficile physiquement de et tout ça. déceler ça chez une Voilà. personne qui est dotée justement d'une très très forte intelligence et surtout, enfin voilà, ou soit ça peut être aussi des victimes qui sont justement qui connaissent ces symptômes-là et s'en rendent pas compte elles-mêmes. Oui. Enfin, voilà, on peut. Bon, eh ben vous même voilà en prévenu ayant- en tout cas. En tout cas, moi je voulais dire une chose, qu'il faut oser en parler et briser ce silence. Et par rapport aux victimes, il ne faut pas avoir peur des représailles et ne pas céder à l'intimidation. Parce qu'en fait, plus vous ferez voir que vous avez peur et plus vous gardez le silence et plus se sentira plus fort et intouchable. Et cela fera grandir en vous en plus un sentiment de culpabilité et de honte. Donc il ne faut pas rester seul et il faut en parler. Et il existe plusieurs associations d'aide de victimes, il faut le savoir. Ça je le répète Serial à chaque lover fois. Non, concernant les sévices d'un serial Oui, lover ou d'un ouais. psychopathe. Mais oui, bien parce sûr, que ça peut aller grave. ça, parce ça- que- ça- ça peut aller très très loin. Il y a Et des les femmes, elles victimes- peuvent être en dépression après, Tout à tu fait. vois, parce qu'ils Que ce peuvent leur soit- promettre des choses. Il peut- Il y a enfin, des au niveau- serial loveuses. Il y a des. Hein Mais il y en a Bah, plus. on l'a tout dit, existe, on tout l'a existe. dit, C'est il y qu'en a fait des femmes vraiment et il des y a hommes, plus. Voilà, il y en a plus chez Bien les sûr hommes que qu'il y en chez a, les femmes. Ousmane, Mais c'est plus, je t'en présenterai. mais Non, non, ça ira. c'est plus Ça chez ira, les j'ai hommes. deux chats à fouetter. En tout cas, il faut bien noter ces deux numéros, les deux numéros Oui, suivants. allez-y, Bouchra. Je vais pas vous le répéter, le fameux numéro de notre fédération qui est le 3919, tout ce qui concerne les violences. Donc c'est un numéro d'appel pour les victimes et pour les témoins. Donc c'est un numéro que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 22h, un numéro gratuit que vous pouvez faire d'un poste fixe et il est invisible sur les factures. Donc ça c'est bien pour les victimes. Ah, c'est bien ça. Et il y a un nouveau numéro suite à la campagne dont je vous avais parlé l'année dernière dans un avis tranché, enfin un coup de cœur sur la campagne du cybersexisme aussi. Donc il y a un autre numéro qui a été mis en place qui concerne en fait toutes les victimes de violences, quel qu'elle soit le préjudice subi. Donc en fait c'est le numéro qui est on appelle ça le 08 victime 7 jours sur 7. Donc c'est le 08 842 846 37 et c'est un numéro qui est non surtaxé. Donc il faut vraiment que vous soyez témoin ou victime, pouvoir se protéger afin que justement, parce que psychologiquement aussi il y a ça fait des dégâts. Et par la suite aussi je voulais évoquer deux choses, deux gros délits, un crime et un délit, parce que faut à savoir que concernant les psychopathes, quand ils agissent et les serial lovers, ça peut aller des fois très très loin, jusqu'au viol ou aux agressions sexuelles. Donc le viol, qui dit viol, dit crime, qui dit agression sexuelle, c'est un délit, c'est puni par la loi, et ça, il faut le savoir. Donc un viol, c'est quand même une peine qui est encourue à 15 ans d'emprisonnement, et donc et ça peut aller jusqu'à 20 ans, voire tout dépend des circonstances aggravantes. Donc les circonstances, c'est tout acte sexuel, attouchement, caresse, pénétration, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est interdite par la loi et sanctionnée pénalement. Et pour les agressions sexuelles, qui est un délit, c'est exactement la même chose. Donc la peine encourue est de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et elle est augmentée jusqu'à 7 à 10 ans lorsque l'agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure
Voilà, sur les actes. J'aimerais juste rajouter un point, voilà, parce que Ousmane, tout à l'heure, tu disais aussi un point à rajouter. Parce que tu disais, est-ce que vraiment ça peut être grave? En fait, dans la question du serial lover en mode psychopathe, d'accord, il y a un autre élément qui est plus délicat et plus insidieux et très difficile, par exemple, par rapport au point que tu as cité, la Bouchra, pour pouvoir porter plainte. C'est qu'en fait, il peut être dans une telle manipulation que la personne va se sentir quelque part un petit peu séduite, mais elle sent qu'elle a envie de, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elle va y aller quand même. Et quelque part, c'est pas forcément qu'elle va en fait avoir une relation sexuelle non consentante, mais quelque part c'est presque ça, parce qu'en fait c'est comme si on lui forçait un peu la main, parce qu'elle se sentait manipulée, elle se sent un petit peu comme si elle se sentait obligée de le faire, alors qu'il y a une partie d'elle en fait qui est pas complètement dedans. Et ça, bon, bien sûr, devant un tribunal, c'est extrêmement compliqué d'essayer de dire oui, bah c'était un viol, de le qualifier comme viol, mais c'est une forme de violence. Elle est très insidieuse et c'est pour ça qu'on fait cet appel à toutes les femmes de véritablement, lorsque vous êtes dans une relation qui est débutante ou non, prenez vos précautions, attendez, ne vous livrez pas facilement. Ne donnez pas tout en une fois. Essayez de voir si vraiment la personne tient également dans la durée et de voir au niveau de la relation que ça s'entretienne et que ça soit pas quelque chose, même s'il vous vend du rêve ou que c'est quelque chose de passionnel ou c'est quelque chose d'extraordinaire, il a jamais vécu ça avec vous. Non, retombez. S'il a jamais vécu ça avec vous, bah ça tiendra une semaine, 2 semaines, 1 mois, il sera toujours là. Mais si justement c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, bah, une fois qu'il aura ce qu'il veut, parce que ils ont le goût du jeu et de la chasse, on l'a dit. Et dès qu'il obtient exactement ce qu'il veut, il vous lâchera sans même se préoccuper de votre état derrière. Donc Bouchra, est-ce que tu voudrais rappeler les numéros? Alors les numéros, les 2 numéros, c'est le 08 qui est le 08 842 846 37. Donc c'est un appel victime de violence, quel qu'elle soit le préjudice subi. Et en fait le 3919 que je vous rappelle souvent pour les femmes victimes de violences justement. Et donc tout ça, ça porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à son intégrité physique et psychologique et à sa dignité, il faut bien le rappeler. Et je voulais dire juste une chose, quelque chose qui me révolte aussi, c'est parce que quand il y a une affaire de pervers psychopathes ou de serial lovers qui sont justement révélés ou dénoncés, tout le monde joue l'étonné, alors que beaucoup sont au parfum depuis des mois et se rendent complices d'un système où des hommes aveuglés par leur notoriété ou leur piété et influence se croient au-dessus des lois et instrumentalisent et bafouent les femmes en toute impunité pendant qu'une clique friquée phallocrate différentaliste applaudissent. Et en attendant, les victimes de ces auteurs ne sont pas crues ni protégées et subissent un réel traumatisme pouvant être destructeur pour leur dignité. Et je pointe pas du doigt notre communauté, mais il faut savoir que moi je suis très en colère parce qu'il y a même des femmes et des femmes voilées qui pensent que les femmes qui ont été agressées, que victimes qui sont quand même des femmes voilées et non voilées ont été provocatrices et ont provoqué jusqu'à ces agressions sexuelles. Et quand on me dit, quand j'entends des phrases qu'on s'en tape et que ça vient d'une femme en plus voilée et musulmane, ça me révolte. Et de cette communauté et de savoir que certains agresseurs, et je suis très en colère là-dessus parce que quand même au sein de notre communauté, de voir que ce genre de choses existe, franchement moi ça me révolte. Et cautionné, c'est-à-dire qu'en fait par certaines personnes de notre communauté qui sont quand même haut placées. Mesdames, on se calme, voilà, on redescend. Vous avez fait la fin un petit peu coup de gueule. M'avez fait le plus long avis tranché depuis l'existence de l'émission. Il est très important de le faire. Moi j'aimerais faire une émission spéciale, je pense. Vas-y, Ousmane. Rajouter succinctement que la première des choses, effectivement, devant je le pense micro, il faut pointer, il faut conscientiser autour de ce genre de choses, de la gravité de ces actes-là qui détruisent l'humain qui est en chacun d'entre nous. Et si on considère bien sûr que l'autre est en fait notre miroir et qu'il est notre frère et notre sœur au nom de notre origine commune et du fait qu'on ait interagi tous ensemble. Ça, c'est un premier point. Donc, ça questionne aussi l'environnement global dans lequel on se trouve au sein de nos sociétés, le type de relations et de principes qui font des relations hommes-femmes qui peuvent à un moment donné permettre à ce que ce genre de comportement puisse évoluer en toute impunité. Les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes tels que nos sociétés industrialisées modernes, en France en tous les cas, on le diffuse, pose problème parce que
On montre que au fond, quand on veut par exemple vendre une voiture, on met une femme à moitié nue. Quand on veut vendre, ça marche. Quand une femme, et ça marche en plus. Ouais. Quand une femme a besoin d'être artiste, il serait intéressant, qu'elle montre un peu plus ses atouts. Pour faire vendre un peu le son. Et même à la télévision, le fait qu'à un moment donné un mec puisse venir et drague en une soirée, et puis hop là... on en fait des émissions aujourd'hui à la télé. Et aujourd'hui on en fait de la télé. Tout cela... Alors, je suis pas père la morale. En tout cas, en tant que musulman, moi j'ai pas de problème avec l'idée d'avoir des relations amoureuses avec une femme, mais dans le respect. Oui, dans le respect de soi, avec des conditions qui permettent à ce que les uns et les autres puissent ne pas être consommés par l'autre de manière, on va dire, barbare. Donc c'est des choses qu'il faut questionner, et c'est vrai qu'il y a des choses... Bon, moi je suis pas trop dans certains milieux, c'est vrai que je découvre ces choses-là à titre personnel. Oui, je sais moi qu'il y a aussi. Moi je non, c'est vrai. c'est pour ça qu'au début, quand j'entendais Serial Lover, je me suis dit c'est un jeu de mots. C'est vrai que le nom, en fait, c'est comme la dernière fois quand je vous parlais du mot féminisme, mais tout ça existe. Non, mais le féminisme c'est clair, mais Serial Lover, je crois que c'était un jeu de mots en fait. Non, mais il y a le côté du jeu de mots, mais pas que le jeu, c'est-à-dire que vraiment. Alors, il faut qu'on avance, messieurs dames. En tout cas, il faut qu'on questionne fondamentalement le type de relation entre les hommes et les femmes et le rapport à la séduction. Il y a quelque chose de pas clair là-dessus. Il faut une éducation basée sur un certain nombre de principes de respect mutuel, de déculpabilisation aussi de la chose, et de respect dans le sens où il n'y a pas de plaisir dans l'irrespect de l'autre. Et du rapport à la femme, parce que quand même, à chaque fois qu'il se passe... Ça suffit. Ouais, non, mais vraiment, n'oublie pas les hommes mariés, parce que après il y a l'adultère et tout ça, mais il y a des hommes mariés, on est sages. Non, il y a des hommes mariés, il y a des hommes mariés qui subissent, qui agissent ainsi. Non, mais les hommes comme les femmes, moi je fais pas de distinction. Oui, surtout que à ce niveau-là, on a bien évolué. Mais bon, voilà. Christophe, il essaye de fuir. Alors, non, je fuis pas, mais il faut qu'on avance. C'est pour ça, on a un programme hyper chargé. Et je vous propose d'accueillir une membre de la team du LGF pour nous alerter sur un sujet qu'on a évoqué hier, sur l'empêchement, écoutez bien messieurs dames, de distribuer des repas pour les migrants. Anan Zawani est avec nous. Bonsoir Anan. Oui, salam alaikum à tout le monde, salam alaikum Bouchra, Ousmane, et je me souviens pas du nom. Samira, elle s'appelle. Samira, elle s'appelle. Alors, Anan, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits? Ça s'est passé hier matin et tu nous as donc informé de ce qui s'est passé sur l'empêchement de distribuer des repas aux migrants. Effectivement, hier matin, on a une association qui est Solidarité Migrants Wilson, qui s'est vue refuser l'accès face au centre de distribution pour distribuer du thé. Donc, ce qui s'est passé en réalité, c'est que depuis hier matin, le préfet il a émis non pas un arrêté interdisant la distribution de nourriture aux migrants qui sont postés devant le centre humanitaire Hidalgo, mais une restriction en fait, en face du centre et aux alentours directs. Donc aujourd'hui, la distribution elle est autorisée essentiellement à la sortie du périphérique, face à la déchetterie. Donc c'est à peu près à 7-8 minutes à pied. Donc ces informations-là sont confirmées par les deux responsables du planning de distribution de la cellule Utopia, qui est une cellule en fait qui est en charge de la gestion des files d'attente devant la bulle d'accueil. Donc les deux responsables elles confirment également que les accès à la bulle ils ont été renforcés au moyen d'un grillage. Donc en fait qui sont vraisemblablement là pour bloquer l'accès aux associations humanitaires. Tout simplement honteux, faut le dire quand même, c'est honteux. Tout à fait. Donc la police elle interdit même à Utopia de distribuer du thé aux migrants depuis hier, donc les migrants qui sont en attente d'admission au sein de la bulle. Donc ce qu'on leur fait remarquer, c'est que les distributions qui sont encadrées par la cellule Utopia se passent mieux que les distributions spontanées. Donc qui, elles, d'après eux, occasionnent des organisations et manque de propreté. Donc c'est une des raisons en fait exposées à l'interdiction de distribuer, puisque Emmaüs Solidarité en fait qui gère le centre dénonce cet état de fait et s'en plaint en fait. Donc Utopia précise eux que ils apportent sacs poubelles et qu'ils veillent à nettoyer les emplacements et qu'ils ont plus l'impression que c'est une excuse en réalité. Très bien. Voilà. Alors où on en est aujourd'hui, quelle est la suite à donner à cette affaire? Parce que outre de la médiatiser comme ce qu'on fait en ce moment. Alors la suite qui a donné, c'est que je rencontre moi ce dimanche à 14h Zelda, une des responsables du planning en fait, afin de lister toutes les difficultés rencontrées et trouver la réponse adéquate et approprier un travail que on n'a pas le choix aujourd'hui que de le faire en bonne intelligence avec les autorités sur place. On ne peut pas rentrer en guerre contre eux.
parce que de toute manière, c'est des amendes, ça peut aller vraiment très loin. Donc le but de cette réunion, c'est de mettre en place rapidement un modèle opérationnel qui va nous permettre d'assurer une distribution matin, midi et soir, dans le cadre de règles, avec des intervenants, donc des associations, des particuliers, fixes, ponctuels, mais en tout cas planifiés. Donc en réalité, face à les responsabilités des pouvoirs publics, nous, Infomaraude, qui est un groupement d'associations, je fais partie de ce groupement d'associations, on monte en fait une équipe de coordination terrain en soutien à Utopia, équipe qui sera présente tous les jours, donc sur une amplitude qu'on doit confirmer dimanche, mais qui serait vraisemblablement de 11h à 21h afin de gérer les flux d'associations. Par contre, il y a quelque chose de très important, je tiens à noter, c'est très très important, Christophe, c'est qu'il y a énormément d'amendes qui ont été distribuées depuis novembre, et que les responsables associatifs aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de les accumuler, encore moins de les payer. Donc on va lancer un appel en fait à Madame Hidalgo afin qu'elle suspende ces amendes, vu que la solidarité elle n'a pas à pâtir du manque de moyens qui est octroyé par l'État. Merci Anan, merci beaucoup d'avoir fait le point là-dessus. C'était très important en tout cas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les empêcher de manger, on veut les empêcher de dormir. Franchement, les empêcher de vivre et d'exister, c'est ça. Allez, pub, on est de retour très vite sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Ousmane Timera, avec Madame Bouchra la Baronne et avec Samira Carrois sur France Maghreb 2. Alors il faut qu'on avance beaucoup là mes amis, parce qu'on est très très en retard. Je voulais qu'on en parle parce que c'est très important et c'est le bilan qui s'est encore alourdi ces dernières heures. 77 tués, carnage commis à Selwan dans un sanctuaire soufi du sud du Pakistan revendiqué par Daesh. Et ce matin, les autorités disent avoir lancé une série d'opérations dans tout le pays. Cette attaque, la pire depuis 2 ans, a stoppé net et de manière brutale d'ailleurs un élan positif qui gagnait la confiance nationale depuis plusieurs mois en raison de la baisse significative du nombre d'attentats. La capacité d'action en territoire pakistanais du groupe État islamique, longtemps nié par les autorités, ne fait désormais plus débat et les forces de police ont tenté d'apporter une réponse ce matin en procédant de manière massive à des descentes au domicile d'hommes présentés comme terroristes potentiels. 40 auraient été tués, une 50aine d'autres arrêtés du nord au sud du pays. Information donnée à la presse par un puissante armée, impossible à vérifier. Ce matin, Islamabad s'est même tourné vers son voisin afghan, lui demandant d'agir, liste à l'appui contre 80 terroristes présumés dangereux pour le Pakistan. Selon un chef de la police locale afghane, l'armée pakistanaise aurait même mené des frappes côté afghan de la frontière contre des cibles terroristes. Voilà sur ce que l'on pouvait dire sur ce terrible attentat qui vient mettre à mal donc la sécurité et si vous voulez des attentats qui avaient baissé de manière significative au Pakistan. Bon c'est pas sur BFM TV qu'on va en parler, on en parle sur France Maghreb 2, c'est terrible évidemment ce qui se passe Ousmane au Pakistan une nouvelle fois. Oui c'est terrible. Avant de dire ce que je pense de cet événement, j'aimerais faire le lien avec tout ce qui a été dit, je sais pas si vous faites un lien et ça sera peut-être mon coup de cœur tout à l'heure. On a parlé de Théo, de la violence policière, on a ensuite parlé des violences faites aux femmes, ensuite on a parlé de ce qui se passe avec les migrants. Et là, on parle de l'apothéose, au fond, qui est l'apothéose de la violence et du système dans lequel on se trouve sur le plan mondial. Tout cela est lié. C'est pas un hasard, je pense, si les événements se font à l'aune d'affaires politiques qui tendent à vouloir légitimer la supériorité de fait de l'élite politique. Je parle de Fillon et autres, etc. Le fait que ils peuvent utiliser l'argent comme ils veulent et puis sans s'inquiéter. Et de l'immunité que l'on donne aux forces de l'ordre qui sont censés protéger cet ordre-là en faisant voter un certain nombre de lois pour légitimer ce qu'ils appellent la légitime défense. Bref, je ferme cette parenthèse, on pourra en parler tout à l'heure, mais tout ça c'est relié. Le problème dans l'analyse, c'est qu'on a une analyse fragmentée de la réalité. Il faut avoir une analyse beaucoup plus globale. Les choses ne se font pas par hasard. Il y a toujours une relation. Je reviens maintenant sur cet attentat. Bien sûr qu'elle est horrible. Mais en même temps, au-delà de la réaction humaine par rapport à cette atrocité, il faut comprendre le complexe et le contexte politique qui fait que ces choses-là perdurent. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent à se faire sauter. Quelles sont les conditions politiques et sociales dans ces pays, notamment le Pakistan, mais pas que, l'ensemble de cette région. Quelles sont
quel est l'ordre de politique qui est en place? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'il y a de la corruption ou pas? Est-ce qu'on prend en compte l'humain en tant qu'humain, ou on fait perdurer un système d'exploitation qui existait déjà avant et qui continue après, jusqu'à présent? Donc il faut être beaucoup plus global, beaucoup plus radical dans l'analyse et en termes de propositions. Or aujourd'hui, nous avons en face de nous des États qui sont en rien démocratiques, et qui ne servent qu'à une chose, protéger les intérêts supérieurs, extérieurs, au niveau mondial, et qui exploitent leur population pour les faire tenir, tout simplement. Il faut faire tenir toute cette populace. Donc, Samira, voilà, c'est plus global. Oui, moi, pour mon avis, comme ça au moins ça résume, et tant mieux en fait qu'il y ait eu une succession comme ça, hein, même si ça n'a pas été prémédité, j'ai envie de dire, dans cette émission. Je rejoins parfaitement ce que Ousmane tu viens de dire, et moi en fait ça rejoint exactement en fait ce que j'amène à chaque fois comme réflexion au terme d'une vision holistique, d'une vision globale, d'une vision justement qui permet de comprendre les fondements. Et René Guénon, justement, quand il parlait, il faut questionner en fait les projets de société. Et les projets de société, même dans le cadre de la mondialisation, parce que maintenant, ce qui se fait à l'autre bout de la planète aura un impact ici, et ce qu'on fait ici a un impact également à l'autre bout de la planète. Donc maintenant, on est en interrelation. C'est toujours un peu ce que je reprends à chaque fois, dans la psychologie quantique, dans la physique quantique. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et c'est pas une manière de faire que de venir dire, oui, on n'a rien à voir avec ces terroristes, on n'a rien à voir avec ces gens qui sont explosés. On a tout à voir avec eux. Ce sont des humains, ce sont des êtres humains qui ont décidé à un moment donné de privilégier le fait de se tuer et d'emmener avec eux un maximum de personnes. Ça doit bien nous questionner quelque part. Pourquoi ils en arrivent là ? Et donc, l'idée, c'est de revenir toujours au projet philosophique de notre société. On a voulu construire une société occidentale moderne, mais occidentale moderne qui s'est vraiment mondialisée avec l'hégémonie, etc., qui est fondée sur le fait d'avoir voulu sortir Dieu, de sortir la spiritualité, sortir la croyance, la véritable spiritualité du cœur de la société. On a voulu y placer le veau d'or, on a voulu y placer la question du profit et toute la question des violences, toutes les violences qu'on voit depuis tout à l'heure et qu'on a évoquées aujourd'hui dans cette émission reviennent toujours au même point, c'est qu'on a sorti la question de l'humain, la question des principes, la question de l'éthique. On fonctionne sur des choses qui sont différentes, qui ne sont pas naturelles, qui ne correspondent pas aux lois naturelles de l'être humain et de la vie en collectivité, et forcément ça va provoquer des désordres et ça provoquera d'autant plus de violence que ça ne s'arrêtera pas comme ça. Tant qu'on revient pas aux fondamentaux et qu'on ne fait pas un travail d'une véritable transformation civilisationnelle. Alors en tout cas, avant de parler politique dans un instant et va passer au j'aime ou j'aime pas, tiens, il y a un auditeur qui nous envoie par mail, puisque vous pouvez aussi nous envoyer des mails, lgf@francebagrade2.fr. SBP, est-ce que c'est possible d'avoir le podcast de l'émission du grand forum d'aujourd'hui? L'avis tranché m'intéresse, merci. Aucun problème, vous pourrez aller sur la page YouTube, France Maghreb 2, le grand forum, pour réécouter. Et donc, et vous pouvez aller donc sur le Facebook de la Baronne Bouchra, effectivement, pour voir tout ça. Donc, vous voyez que votre avis tranché visiblement a intéressé. Très bien, parfait. Allez, on va passer, je sais pas si tu connais mon ami Ousmane depuis le temps que t'es venu, au fameux j'aime ou j'aime pas. Bien sûr. Ah bah bien sûr, bon, très bien. Ça me rassure, ça fait pas si longtemps que ça finalement. J'aime pas, où on a rajouté la version, l'option, je m'en fous aussi. Hein. Oui. Roman Polanski, vous connaissez? Oui. Voilà, annonce qu'il veut en fait retourner aux États-Unis pour mettre fin à sa poursuite pour viol. C'est ce qu'il a déclaré hier. Il veut retourner aux États-Unis. J'aime pas ou je m'en fous. En fait, il essaye de faire. Moi, vous avez pas le droit de pas parler après le discours qu'on a tenu tout à l'heure. Moi, je sais pas si vous êtes informé là par rapport au crime du viol. À l'époque où justement, à partir de 17 ans, justement, la personne ne pouvait plus porter plainte. Que maintenant, vous savez, il y a une loi qui vient de sortir qui est en train de. Oui. Je sais pas si vous en avez entendu parler. La prescription là. Ouais, justement. Ouais. Donc nous, on a été interviewés dans notre asso par RFI justement hier à cette question-là. De toute façon, il peut aller où il veut. De toute façon, il sera condamné un jour. Donc il peut fuir même aux États-Unis. Non mais ça c'est n'importe quoi. Ça c'est donc on n'aime pas, on s'en fout. Non, j'aime pas. Non mais très bien. J'ai pas d'avis. Bon, très bien. Emmanuel Macron pris à partie cet après-midi lors de son déplacement à Carpentras. Il a été accueilli assez méchamment par les pieds noirs suite à sa phrase et le fait d'avoir dit en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Écoutez, je trouve étrange et voire ridicule, et ça en dit long sur ce qui se passe dans ce pays en France.
comment dire que la colonisation est un crime contre l'humanité peut susciter autant de réactions. C'est normal, c'est un crime contre l'humanité. Et même sur le plan juridique. Et quand ces gens-là sont partis dans ces pays, nos pays d'origine, qu'est-ce qu'ils y ont fait? Ils n'ont pas apporté la civilisation. Ils ont détruit des sociétés, ils ont exploité et violé des gens, ils ont tué et massacré. Donc c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si les pieds noirs effectivement ont un ressentiment contre l'Algérie ou contre les autres colonies qui les ont jetés dehors, mais imaginez-vous si vous aviez été, si en France on avait été colonisé par l'Allemagne. Si on retourne la Et c'est comme si aujourd'hui les Allemands nous reprochaient le fait qu'on dise que on vous a rebooté de nos frontières. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir un peu de hauteur, un peu de vision. Bon, alors ça veut dire que ça a toujours pas changé dans les mentalités, oui, voilà, et ça explique Théo. Ça explique Théo. Donc on n'aime pas évidemment. Emmanuel Macron qui dit aussi hier, on aime ou on n'aime pas ou on s'en fout aussi, qui dit que les anti-mariage gay ont été humiliés lors des manifestations en France. C'était quand ça? C'était hier, il l'a déclaré. Il a raison. J'ai pas entendu. Il a raison parce que le débat sur, indépendamment de ce que l'on pense sur la question des gays ou d'Emmanuel Macron, il a raison de dire qu'à un moment donné, ceux qui étaient contre le mariage qu'on appelle le mariage pour tous. Il a rappelé qu'il était pour, hein, mais que de toute façon. Mais la manière dont on a traité ces gens-là, il n'y a pas eu vraiment de vrai débat en France sur ce sujet-là. On en a fait un truc violent où les gens s'exprimaient, on les a caricaturés, même s'il y avait aussi des caricatures chez eux. Mais je pense qu'on n'a pas fait un vrai débat. Un vrai débat, c'est quand on respecte, même quand on n'est pas d'accord, le point de vue de l'autre. De l'autre, tout simplement. Donc, on lui donne la possibilité de pouvoir s'exprimer, de dérouler son argument, et ensuite, on juge par rapport à un vote ou des modalités. Donc oui. Donc on aime la phrase de Emmanuel Macron. Je trouve que sur le plan sociétal, Emmanuel Macron est courageux. Oui, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Moi j'aimerais savoir pourquoi il fait tout ça. Il essaie de se redorer un blason. Parce qu'il veut séduire les gens de gauche et en même temps les gens de droite. Bah oui, donc bon, alors les électeurs écologistes ont été de nouveau appelés à voter et ils se sont prononcés en majorité en faveur d'une alliance Benoît Hamon, Jadot, Mélenchon. J'aime pas ou je m'en fous? Moi je dirais j'aime. Bah, plutôt j'aime que j'aime pas, mais bon. Moi je dis j'aime, mais je questionne quand même. J'en parlais tout à l'heure avec ma dulcinée. C'est mignon. Il me disait, oui c'est vrai. Ça existe encore. Il arrive pas comme ça. Mais on en parlait. Elle disait que c'était une bonne chose et qu'effectivement c'était assez. Non, au contraire. C'était assez. Pas après la vie tranchée qu'on avait tout à l'heure, tu vois. Bon, laissez-le parler, Ousmane. Oui. Vous savez, hein, entre deux femmes, ça y est, il a peur en fait, il va rentrer ce soir. Ma femme va me dire, qu'est-ce que t'as fait là? Bref, je reviens sur son propos et on discutait de ça et il disait que c'était bien. Moi je dis que c'était quand même étrange qu'un parti politique, les Verts en l'occurrence, se font un harakiri de cette manière-là, quoi. Je veux dire, on en est à là. Alors pourquoi ils ont fait une primaire? Pourquoi est-ce que ils ont fait tout ce patatras? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas alliés directement avec le PS? Sur le plan politique, je comprends. La donne a changé, c'est Benoît Hamon, c'est pas Valls. Bon, mais le but c'est qu'ils fassent un ticket entre Mélenchon, Benoît Hamon et les Verts. Mais ils sont en train de rêver, les amis, là. Ce que Mélenchon veut, et je suis de l'avis de Mélenchon, il faut enterrer le PS. Benoît Hamon, je l'aime bien, hein. Franchement. Mais non, c'est pas possible. J'aurais bien aimé qu'il ait pas cette filiation avec le PS, quoi. On arrête de faire ces tambouilles à deux balles. Pas alors ce vote des électeurs. Je suis dubitatif. Très bien. Et Samira? Oui, enfin j'avais dit j'aime plus ou moins, voilà. Bon, un peu très bien. Maintenant on va falloir qu'on raccourcisse les analyses, hein, parce que sinon on va y passer jusqu'à 18h. Mais mon ami, la profondeur ne se fait pas en une seule bouchée. Rome ne s'est pas construite en un jour. Les destructions des habitations palestiniennes en forte hausse par l'armée israélienne pour la seule année 2016. Bah écoute, bien sûr qu'on n'aime pas déjà, je crois. Non. D'une part. Mais et surtout, ça rejoint tout ce qu'on a dit. De la Palestine au Pakistan, en passant par TU, en passant par Fillon, en passant par les policiers, en passant par ce qui se passe aux États-Unis, il y a l'expression d'une domination de plus en plus décomplexée, qui est que
ceux que l'on domine n'ont pas les possibilités de toute façon, c'est toujours comme ça, de nous remettre en question, donc on va leur faire subir tout ça. Tout à fait. Je crois que c'est le règne de la terreur, de l'obscurantisme et de l'injustice. Voilà, on est dedans et on le voit. Tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est juste son expression avec toutes ses multifacettes. Allez, deux petites infos dans le j'aime ou j'aime pas pour terminer. L'émir du Qatar en visite discrète en Israël. En visite discrète. Oui. Discrète. Mais en fait, c'était pas forcément. C'était pas repris par la presse et encore moins du Qatar, mais ça il y a eu des fuites. Mais toi, tu l'as reprise du coup. Ouais, de toute façon. reprise. Mais la question, c'est pourquoi il y va. Moi, tu connais mon point de vue. Par des affaires, mon ami. Moi, tu connais mon point de vue concernant les pays du Golfe. Je l'avais déjà dit. Donc, on aime ou pas la visite de l'émir du Qatar en Israël? Je sais pas. Il faut savoir pourquoi il y allait. Moi, indifférente. Moi, j'allais dire limite, je m'en fous. On peut dire je m'en fous, voilà. Moi, j'allais dire. Et puis une petite dernière pour la fin, les Américains, sachez-le, messieurs, dames, les personnes atteintes de troubles mentaux, de nouveau autorisées à acheter des armes aux États-Unis. Ça ne s'invente pas. Alors là, c'est une catastrophe là. Ça ne s'invente pas. Ah, j'aime pas. Qu'est-ce qu'ils veulent Mais c'est la catastrophe. Là, on court à la. Parce que ça leur était interdit jusqu'alors et apparemment. Bah oui, mais Trump, on connaît ses liens avec les grands. Information BFM de l'armement, ça je précise. C'est du n'importe quoi là. Bon, très bien, c'était le j'aime. Il faudrait rajouter le n'importe quoi. Le n'importe. Après le je m'en fous. Alors, avant de passer à vos coups de cœur, messieurs, dames. Affaire non classée, c'est ce qu'a dit le parquet national financier qui enquête sur François Fillon et l'emploi fictif présumé de sa femme et de 2 de ses enfants. Les nombreux éléments recueillis ne permettent pas d'envisager en l'état un classement sans suite de la procédure. Tels sont donc les scénarios judiciaires. Donc au terme de son enquête, 2 choix s'offriront au parquet national financier. Il pourra décider donc de citer les protagonistes devant un tribunal correctionnel ou ouvrir une information judiciaire et confier le dossier à des juges d'instruction, les seuls à pouvoir prononcer d'éventuelles mises en examen. Après 3 semaines d'enquête, le PNF n'a pas failli à sa réputation, messieurs, dames, d'agir rapidement. Les auditions se sont succédées. Les enquêteurs ont déjà entendu les époux Fillon, 2 de leurs enfants, Charles et Marie, pour leurs emplois d'assistants parlementaires auprès de leur père. Ils ont également auditionné le suppléant de François Fillon, Marc Joulot, ainsi que plusieurs de leurs anciens collaborateurs. L'enquête donc s'est aussi penchée sur l'activité de Madame Fillon en tant que salariée de la revue des Deux Mondes. Là aussi, les protagonistes ont été entendus. La police a finalement remis son premier rapport au parquet ce mercredi. Conclusion du procureur Yann Ouette, les nombreux éléments ne permettent pas d'envisager en l'état un classement sans suite. Les avocats du couple Fillon ont déjà réagi, ils conservent leur ligne de défense. Selon eux, cette enquête est illégale car elle n'entre pas dans le champ de compétences du PNF. On va d'ailleurs entendre, si vous le permettez, l'avocat de François Fillon, Antoine Lévy. Il dénonce sur RTL un acte de communication qui nourrit le feuilleton. Ce monsieur qui est autre que le fils de Bernard-Henri Lévy, je précise. Un communiqué comme celui-ci, on n'en a jamais vu. C'est-à-dire que quand vous avez un retour de rapport, normalement vous savez quelle position prendre. Et là, la seule position manifestement que le parquet est capable de dire, c'est l'enquête se poursuit. Le parquet n'a pas le droit de venir donner son avis par communiqué de presse sur l'issue d'une procédure. On n'a jamais vu. D'accord, maintenant que c'est fait, en effet, on peut en effet décider de prendre le code de procédure pénale et de le jeter à la poubelle parce que ça vaut rien. Si on n'est pas là pour faire une enquête, mais qu'on est là pour faire un lynchage, dans ces cas-là, disons-le franchement. Voilà, ça c'est l'avocat donc Antoine Lévy, pas content, l'avocat de François Fillon. Alors un petit mot sur cette affaire Penelope Gay et sur François Fillon et la suite à donner à cette affaire. Il n'entend rien lâcher et entend poursuivre malgré que d'ailleurs au sein même de sa famille politique, beaucoup l'ont lâché maintenant et commencent à dire que, notamment Georges Fenech, pour reprendre des propos de Georges Fenech, il parle d'un suicide collectif de sa famille politique dans cette affaire. Ah oui. Ouais. Si vous me permettez. Oui, Ousmane. Premièrement, il faut voir de quoi Fillon ou l'affaire Fillon est le nom. C'est le nom d'un système politique qui est basé sur des privilèges. On a quand même aboli les privilèges en France en 1789, mais ça perdure. C'est qu'on a la classe politique qui s'est donné un certain nombre de modes de vie et de règles qui étaient tacitement acceptés par tous, qui aujourd'hui éclaboussent au fait le candidat Fillon. Mais eux tous, pourquoi est-ce qu'au début personne n'a pas bougé? Ils ont dit oui, mais ça se fait habituellement. Bon, ça c'est déjà un premier élément. On a une classe politique, je ne parle pas des individus politiques, mais on a une classe politique
qui ne peut pas jouer son rôle dès lors qu'elle vit au-dessus, en tout cas du reste de la société, avec des privilèges aussi inadmissibles, et qui n'arrive même pas à se rendre compte de la raison pour laquelle les gens réagissent. Parce que Monsieur Fillon, c'est légal. La question, déjà, on va voir si c'est légal ou pas, mais quand bien même ce serait légal, ça pose problème. Près d'1 million d'euros. Un attaché parlementaire à 7 900 euros. C'est terrible. Dans une société où les gens sont en train de morfler, on leur demande année après année qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, où on est en train de rogner un certain nombre de droits sociaux, où on dit qu'il faut privilégier la vision économique libérale et les entreprises. Dans ce contexte-là, eux, ils s'en mettent plein les poches. Donc ça, c'est un des éléments. Donc c'est pas juste François Fillon qu'il faut regarder. C'est toute la classe politique et les règles qui régissent. Bien évidemment, moi je pense que c'est pas le seul dans ce cas-là. Bien sûr, non seulement c'est pas le seul. On va déterrer des cadavres. Donc ça c'est un des éléments. Donc la démocratie française est une démocratie, une république bananière. Là, ces choses-là, quand on les fait en Algérie, au Sénégal ou ailleurs, on dit c'est les républiques bananières. Là, la France est ras des pâquerettes. Donc il y a un sursaut, une réforme institutionnelle à faire. Et en même temps, et je finis mon point là-dessus, ça n'est pas un hasard si c'est dans ce contexte-là que la police est violente. Je reviens encore sur mon propos. Il y a une domination au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, d'une classe qui s'est complètement séparée du reste de l'humanité et qui regarde le reste de l'humanité comme des moins que rien. Alors quelquefois c'est flagrant, quelquefois c'est pas flagrant, mais ici dans les faits, d'une part on engage des procédures qui mettent en prison tout un tas de jeunes, tout un tas d'étrangers, tout un tas de personnes. On n'attend même pas à ce qu'ils puissent s'expliquer. Le moindre d'entre nous, n'importe quel d'entre nous fait ce genre d'erreur chez lui, avec son loyer ou dans son travail, mais c'est illico presto. Alors que d'autres, tout va bien. Alors Samira, avant de te laisser la parole, je précise qu'au lendemain des premières révélations du canard enchaîné dans cette affaire, on s'en souvient, François Fillon l'avait assuré, il retirerait sa candidature s'il était mis en examen. Volte-face totale hier, voici la position du candidat de la droite désormais. Je me remets désormais au seul jugement du suffrage universel. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, dit-il pourtant l'été dernier à propos de Nicolas Sarkozy. Donc le feuilleton Fillon, en tout cas, n'échappera pas au verbe acide, avec un changement de cap toutes les semaines. Et on rappelle que ceci n'est pas étranger au déjeuner qu'il a eu avec Nicolas Sarkozy mercredi à midi. Samira, ton avis là-dessus, on te passe un coup de cœur. Oui, alors juste, j'aimerais reprendre, je vais peut-être surprendre, d'accord, d'être peut-être un petit peu à contre-courant juste pour relativiser, d'accord, les choses, mais faudra bien m'écouter jusqu'au bout. Donc la question de Fillon, au départ en fait, quand l'affaire a commencé, donc tout le monde s'est emparé. Même si on a bien dit que Fillon n'était pas le seul à l'avoir fait. Bien sûr, le fait de faire quelque chose de mal entre guillemets, je le qualifie pas de mal pour l'instant, mais disons que si on a un acte qui est jugé un petit peu limite et que on se dit oui je suis pas le seul, c'est pas une justification. Sauf que je me questionne sur plusieurs choses. Je supporte pas la manipulation et je me demande pourquoi le canard enchaîné nous balance cette information à ce moment. La question du timing, la question de l'agenda. Encore une fois, le deuxième point, c'est Fillon, c'est sa femme en fait qui a attaqué. Et j'ai pas du tout aimé la manière dont on a parlé d'elle, la manière dont on a, alors qu'elle était là comme soutien. Alors maintenant, il y a plusieurs choses à voir. La première, c'est de voir si vraiment elle a assumé les choses pour lesquelles on dit qu'elle a été payée, etc. Maintenant, à partir du moment où c'est légal, je vois pas pourquoi on devrait lui reprocher quelque chose qui est fait par lui, mais par tellement d'autres actuellement. Maintenant, non mais en fait, je parle déjà d'un point de vue légal. Maintenant, si on doit remettre en question le système global, je veux bien, mais pourquoi avoir attendu ce moment-là pour ces révélations? C'est assez hypocrite quand même. On ne révise pas un système au moment où la personne, on essaie de l'attaquer pour la décrédibiliser. C'est très bien. C'est un lynchage pour moi, de son côté, de Fillon, de sa femme. Je suis pas pour Fillon.
je sais même pas pour qui je vais être pour 2017. C'est même pas la question. Mais je suis pour la justice et je suis pour la question d'être, de continuer à être juste. Et je trouve qu'on a attaqué sa femme, on a attaqué ça. Maintenant qu'on remette en question la question, oui, est-ce qu'ils doivent, les parlementaires, oui, non. Est-ce que c'est trop, est-ce qu'elle est trop payée, pas trop payée? 1 million d'euros, c'était sur 15 ans. On peut considérer que c'est trop. Mais à ce moment-là, on met un système de régulation. Et on trouve que les gens, dans la classe modeste et tout, on les aide pas assez. Eh ben, en fait, faut replacer les choses, non pas comparer pour opposer et justifier des lynchages publics comme ça. Moi, je trouve ça scandaleux. Au niveau de la démocratie, je trouve ça scandaleux d'en faire un lynchage comme ça. Je suis en partie d'accord avec la manière dont, sur le plan médiatique, mais avec les chaînes continues, en fait, c'est l'effet. Avec les chaînes continues, 24 heures sur 24, on en a ce truc-là. Mais moi, je trouve pas que les médias ont été comment dire, irrespectueux ou diaboliquement diabolique envers ce couple-là. On leur pose une simple question. Voilà des revenus par rapport à un travail que vous avez effectué. Veuillez nous prouver que ce salaire est mérité. Mais tu trouves pas que le timing est très particulier quand même? C'est des journalistes. On leur demande à ce moment-là. Non mais c'est des journalistes. Les journalistes. C'est des journalistes. Ils veulent faire le buzz. Donc j'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil. Mais la question. Oui, mais il y a une éthique journalistique également. Non mais l'éthique journalistique, c'est à un moment donné de. Voilà. Alors, on passe si vous le permettez. Mais moi, juste pour terminer, au-delà du côté médiatique, qu'est-ce qu'on fait de François Fillon? Après, dans le fond, on peut ouvrir le débat. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Dans d'autres pays, il aurait été dégagé immédiatement. Ah bah c'est clair. Ça aurait pas été possible. En Suède ou dans les pays nordiques, bien sûr. On est là en train de discuter, j'y vais pas. C'est pas possible. Moi, je trouve qu'il leur arrive rien du tout. Tout va bien pour lui. Allez, une minute, messieurs, dames, pour les coups de cœur de Ousmane et de Samira, parce que Bouchra, il est pas venu. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, ma chère Samira, c'est quoi ton coup de cœur? Oui, alors, mon coup de cœur, c'est le coup de cœur pour une femme engagée. Une femme qui est charismatique, qui est belle, qui est aussi intelligente, douce, intègre, et qui est, pour ma part, je pense, elle reflète en fait vraiment le fait qu'elle soit issue d'une belle éducation. Je pense que ses parents peuvent en être fiers. Elle est maman. Alors je ne connais pas ses enfants, mais je pense que connaissant justement la maman, qui est vraiment d'une, elle a vraiment des qualités justement éthiques, des mœurs, une moralité. Je pense que ça doit être une maman vraiment formidable. Et elle est à la jonction en fait entre l'Orient et l'Occident. Et je trouve que son dévouement pour l'autre, son dévouement pour les autres, malgré son vécu, malgré les choses qu'elle a pu, les blessures qu'elle a pu traverser, je la trouve formidable. Et aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher, dans la continuité de la vie tranchée de tout à l'heure, de faire mon coup de cœur sur une personne présente dans ce plateau et qui est juste en fait la baronne Bouchra, que j'aime énormément et que je trouve tellement engagée également au niveau de son association et qui ne compte pas les heures, ni la fatigue, ni l'énergie, ni le dévouement, alors qu'elle a aussi sa famille et qu'elle a tellement de choses en fait à s'occuper. Elle n'a pas considéré justement que son vécu, elle avait plus qu'à s'occuper d'elle-même. Elle reste dans le dévouement. Elle travaille dans une association pour prévenir la violence chez les femmes, pour essayer de les protéger. Et je trouve que on remercie jamais assez ce genre de personnes. Et aujourd'hui, je voulais en faire mon coup de cœur. Voilà. Merci Samira. Bouchra, réaction? Bah, je suis émue. Je sais pas quoi dire, Samira. Bon bah dis rien alors. Dans un instant Ousmane, et dans un instant Ousmane aussi un petit truc que tu ne connais pas. Libertad, ça te dit quelque chose? France Maghreb 2 offre la possibilité aux auditeurs de nous appeler, de dire ce qu'ils veulent pendant un espace de temps déterminé. Dans un instant, vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000. Rapprochez-vous de votre téléphone, que vous soyez de New York ou encore de Alger, en passant par Rabat et Paris. Vous pourrez nous appeler dans un instant pour vous dire ce que vous voulez. À tout de suite. Jeff avec le mot Libertad qui résonne avec cette émission Grand Forum. Dans un instant, 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez pour votre espace réservé. Ousmane, pour l'heure, son coup de cœur. Oui, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est dans la continuité de ce que je disais. Je pense à ce qui se passe en ce moment en France et au fait à tous les opprimés. Ouais. Et j'admire la résistance, j'admire la révolte, j'admire la colère saine contre toute forme d'injustice. Elle montre qu'il y a encore de l'espoir et que jamais le mal ne finira définitivement par triompher sur le bien. Et le bien, c'est tout ce qui rend l'être humain meilleur. Cependant,
Cependant, je pose aussi la question à ceux qui résistent aujourd'hui. S'ils ne se donnent pas les moyens de proposer une véritable vision, une révolution intellectuelle, une révolution spirituelle qui vient fonder la révolution politique et économique, cela ne sert à rien. Et qu'il est peut-être temps aujourd'hui, à force de tout le temps réagir, il est peut-être temps aujourd'hui de passer de la réaction à l'action. Et l'action, elle ne peut se faire que si on va profondément dans les débats de fond. Qu'est-ce que la modernité et qu'est-ce que l'islam? Ces deux questions se posent aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et de quelle manière est-ce que notre révolte peut permettre à ce qu'à un moment donné, ces deux visions du monde qui visaient un peu la même chose. L'islam, c'était d'abord et avant tout une remise en question de l'ordre religieux de l'époque et de l'ordre politique, qui disait que le roi régnait par droit divin et qu'il y avait le clergé et la religion qui venaient leur servir la soupe. La modernité, c'est la même chose. On ne peut pas comprendre la Révolution française si on ne comprend pas la réaction contre l'Église et contre le roi. Bref, nous sommes dans la continuité de cela. Les prolétaires, les tirailleurs sénégalais, les colonisés, ce qui se passe dans les banlieues, c'est la volonté de faire en sorte que ces deux grandes valeurs s'accomplissent. Donc, comment concrètement le faire? On ne peut le faire si on n'a pas une vision positive de la fraternité humaine, si on ne se donne pas les moyens concrets de la solidarité et de l'émancipation, s'il n'y a pas une réflexion sur comment être autonome sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan économique. Si on ne se donne pas les moyens de cette arme-là, on va continuer à brailler contre la nuit et donc de le renforcer. Parce que brailler contre la nuit, c'est ajouter de la nuit à la nuit. Donc voilà, c'est ce propos que j'ai. Il faut vraiment que les militants se donnent les moyens de la profondeur. Quelqu'un qui ne remet pas en question l'ordre des choses, c'est un petit joueur. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, avec ce moment de liberté. Vous pouvez nous appeler maintenant 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Prénom et ville d'appel, c'est la règle évidemment. Et il faut que ça aille vite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kamal de Paris. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des informations d'après que j'ai en défaveur de monsieur Fillon à propos de la justice, mais pour moi que le peuple français, il y a une partie de la société française, malgré les problèmes de Fillon, certains Français de droite jugent l'autorité plus importante. Ouais, vas-y, va à l'essentiel, là, Kamel, on comprend rien, là. C'est quoi tes informations? Allô? Oui, c'est quoi tes informations, Kamel? Vas-y, on n'a pas non plus diplôme, là, vas-y. Non, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai comme information, c'est que la justice est en défaveur. Je pense qu'il va être mis en examen. Ah oui, mais ça, il n'y a pas besoin de toi pour le savoir, mon ami, on le savait déjà. Allô, bonsoir. Allô 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Christophe, il est déchaîné. Allô? Allô, oui. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Jamila. Jamila, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir par rapport à la déclaration du porte-parole de monsieur Fillon, quand il a dit comme quoi, d'après la déclaration de monsieur Macron, comme quoi il a choqué les Français et les Algériens. Pourquoi monsieur Soleil parle à la place des Algériens? Déjà, Fillon, c'est Macron. Ici, une personne, il a dit la réalité et que ça vient de la bouche d'un homme d'État, il restera à vie, monsieur Macron. Merci Jamila, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Brahim de Marseille. Salut Brahim, qu'est-ce qui se passe, Brahim? Voilà, Brahim il vient parce qu'il a un gros coup de gueule à donner. Vas-y, passe ton coup de gueule, Brahim. Voilà, parce que je commence à avoir l'impression, et c'est mon ressenti, que être noir et arabe en France, ça commence à devenir un délit. C'est vrai. Ouais, on est complètement d'accord avec toi. On est d'accord, Brahim. Merci à vous. Salut Brahim de Marseille, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, n'hésitez pas, c'est le moment de prendre la parole, prénom et bille d'appel pour que ça aille vite et que soyons efficaces, effectivement, dans cet espace de liberté. 01 40 33 9000, si vous avez vraiment un truc à dire, sinon c'est pas la peine d'appeler.